de la conférence, pour ceux qui ont des questions qu'ils peuvent écrire sur le papier, ce serait mieux que ce soit écrit sur le papier, qu'on me l'amène. Et si c'est une question qui est peut-être trop complexe pour être écrite sur un papier, on a un micro juste ici qui peut être utilisé pour poser vos questions. C'est juste à vous lever, à venir au micro, poser votre question. Parce que c'est intéressant quand les questions sont enregistrées en même temps. Moi, j'ai une question. Faut checker le micro? Non? Okay. On n'en a pas besoin. Tabarote, on a un livre. Y a-t-il des niveaux de colère mentale? Si oui, quel en est le cheminement, la manifestation? Et l'astral, comment l'instruire à se mettre à notre service avec discernement? Bon, pour l'instruction de l'astral, c'est pas tout de suite, on va y revenir, mais c'est pas en conférence du mois, c'est en PMC5. Les différents niveaux de colère mentale. Il y a différentes apparitions ou différentes impressions de colère mentale. Il y a une colère mentale, la bonne. En attendant, on a la colère psychologique, la colère psychologico-mentale, la colère mentalo-psychologique, disons, puis la colère mentale. Puis entre ça, il y a encore évidemment un paquet de nuances. L'énergie mentale, elle permet à la psychologie de coordonner ce qu'elle a à dire. Alors, si je fais une colère psychologico-mentale, cela veut dire que mon mental va coordonner les bêtises ou ce que je dois dire à l'astral, mais je vais le dire avec de l'émotion. Si je fais une colère qui serait mentalo-psychologique, je vais le dire avec beaucoup moins d'émotion et beaucoup plus d'intonation énergétique d'autorité. Si je fais une colère exclusivement mentale, il n'y a aucune émotion dans ce que je dis. Je ne le dis pas parce que je suis poussé par l'émotion. Lorsque je fais une colère mentale parce que je suis poussé, à la limite, elle risque d'être psychologique. Pas nécessairement, elle risque. Lorsque je fais une colère mentale pour brasser des choses et qu'il n'y a aucune émotion dans ce que je dis, cela veut dire que je peux crier, je peux gueuler, je peux revenir calme, je peux finir, je me contrôle, je n'ai pas de tachycardie, je n'ai pas d'hypertension, je n'ai aucun symptôme de colère psychologique qui reste résiduel. C'est une colère mentale. Et en haut de la colère mentale, il y a l'autorité mentale. Où on n'a plus besoin de crier, où on n'a plus besoin de rien faire, où on a juste à se présenter, on a juste à être là pour que le nuage astral se sauve. Alors vous entrez dans une pièce épeurante pour la majorité des personnes. Le fait d'entrer change la pièce en quelque chose qui est bien, qui va attirer le monde. C'est de l'autorité. La colère va faire en sorte que l'astral va savoir qui vous êtes. Et il y a différents processus égrégoriens qu'on voit en PMC4 qui vont vous enseigner des choses et qu'on pratique en PMC5. On regarde la colère mentale. Alors, la colère mentale, si elle est exclue d'émotion, de rapidité, d'avidité, de désir, et évidemment de peur, c'est une colère qui est mentale, régie par l'événement mental seulement. S'il y a un peu d'émotion, s'il y a un peu d'hésitation, si on ne sait pas trop quoi dire, alors il y a différentes nuances, différents degrés qui vont de la psychologie à la colère presque mentale. Comment se fait-il que très souvent, lorsque je veux poser une question, j'ai une réponse, et de ce fait, j'en suis frustré? Que se passe-t-il? Il peut se passer énormément de choses. Ça peut être évidemment l'ego qui est frustré de perdre. Ça peut être l'ego qui est frustré de ne pas avoir la réponse du maître.
peut être ça. Maintenant, le maître pour l'ego. Parce que, évidemment, si pour la personne qui pose la question, je ne suis pas un maître, si elle est frustrée, c'est quand même pour ça. Ça peut être aussi parce qu'il y a un concept qui fait que la personne devrait le savoir et elle pose une question parce qu'elle ne le sait pas, d'un coup, elle se rend compte qu'elle sait, fait qu'elle se trouve niaiseuse, donc elle se sent encore frustrée. Il y a plusieurs motivations psychologiques qui peuvent créer ça. Inconsciemment, je reviens au maître, inconsciemment, si la psychologie veut avoir la réponse du maître, alors il écrit la question et il y a la réponse, il est frustré avec. Parce que l'ego refuse peut-être que l'homme dans lequel l'ego habite sache. Exactement comme quand je dis que l'homme n'est pas un être médiocre, même s'il se plaît à l'être, bien l'homme médiocre peut être frustré de se rendre compte qu'il n'est pas médiocre. Il refuse de pouvoir savoir. Ça peut être ça. Alors, ça peut être plusieurs choses. C'est un symptôme de ce qui y a de l'action qui se passe, c'est que plus on est attaqué, c'est-à-dire plus on est perturbé par différentes manifestations de l'astral, plus on a de chance à devenir un guerrier, c'est-à-dire plus il y a de possibilités de se pratiquer à contrôler quelque chose. À un moment donné, c'est tellement pêle-mêle tout ça parce qu'on, finalement, quand on apprend à être un guerrier, on apprend à tout, à toucher à absolument tout ce que l'on est. Et puis, à ce moment-là, je demande de commenter un peu cet état d'âme que plusieurs d'entre nous on ressent. Bon, l'état du guerrier, on se bat, puis finalement, c'est-à-dire... Pour la simple raison que tant que l'homme va se battre contre un nuage, contre quelque chose qu'il n'aura pas su cerner, tant que l'homme va séparer l'ennemi, parce que c'est souvent ce qui arrive, l'homme sépare l'ennemi, l'homme se bat contre plusieurs choses à la fois au lieu de se battre contre une chose, la bonne. Et la bonne chose, je ne peux pas en parler, l'homme doit la découvrir, il va finir par, au niveau de sa vie, à réussir à rencontrer, à se pacifier lui-même, à savoir quand se reposer, à être patient, à observer, à analyser, et il va découvrir que tous ses ennemis ne sont qu'un. Et il va découvrir aussi qu'il est facile de maîtriser l'ennemi. Mais présentement, l'homme disperse toutes ses énergies de guerrier contre un paquet d'énergie au lieu de se battre contre une chose. Élimine la tête, les bras et les jambes ne servent plus à rien. Mais l'homme se bat contre une main, l'autre main, un pied, l'autre pied, un genou, un coude, un poignet, et de temps en temps une tête, un menton. Mais il ne vise pas la bonne chose. Et présentement, l'homme n'a pas la puissance nécessaire pour briser les barrières des bras et des jambes pour aller chercher la tête. Alors évidemment, il est confus, il est un peu perdu, il doit de temps... Tout ce qu'il y a, il faut absolument que le guerrier cultive en lui la patience. La patience d'attendre, puis la patience de se reposer. C'est sûr que de temps en temps, il est écœuré, de plus en plus écœuré. Ça fait partie de son initiation, c'est très bon pour lui, mais il ne peut pas s'attendre à avoir un résultat immédiat. Il pourrait, s'y en attendre, il pourrait avoir un résultat immédiat plutôt, mais il ne devrait pas jamais s'attendre à l'avoir. Parce que c'est la lutte entre le fait qu'on veut l'avoir et le fait qu'on ne l'a pas qui crée le problème. Bien plus que la lutte entre les énergies astrales et l'homme. C'est surtout le fait qu'on n'a pas ce qu'on va avoir tout de suite qui crée le problème chez l'homme. Qui crée l'impatience, qui crée le marasme, qui crée plusieurs choses. C'est tout ça dans sa psychologie. C'est juste parce qu'il ne peut pas être patient. Juste pour ça. Oui, justement, dans ce que tu viens d'expliquer, là, qu'est-ce qui devrait s'attaquer au principal, puis qui s'attrape, il s'occupe plus des nuages que de savoir d'où ce que ça vient, comment il peut faire pour le contrôler. Comment développer le discernement en ce qui peut être considéré comme un manque d'intelligence et l'intervention de l'astral dans un événement qu'on vit?
Bon, le manque d'intelligence, si on le prend au niveau ésotérique, cela veut dire manque de conséquentialité. Parce que le manque d'intelligence conventionnelle, c'est le manque de mémoire, le manque de possibilité de servir de ses mémoires, l'intelligence sociale. Lorsque l'astral vient nous colorer, de toute manière, il y a une chose qui va permettre à l'homme de discerner entre l'intelligence, entre la conséquentialité et l'inconséquentialité, ou encore lorsqu'il croit que c'est correct, que c'est conséquentiel et qu'il se rend compte que ce ne l'est pas, et c'est l'initiation. C'est-à-dire la vie. Il n'y a rien d'autre, il faut que, comme le guerrier, il tape sur un mur, il se fait mal au poing, il endurcit ses poings, il tape sur le mur, il trouve les points faibles, il découvre un outil, il se sert de l'outil. C'est par expérience que l'homme va le faire. On ne va pas chasser un éléphant à main nue avec ses dents, on ne réussira pas à le tuer. À moins d'attaquer un éléphanteau. Donc, l'homme va aller voir l'éléphant, il va s'essayer, il va manquer son coup. S'il ne meurt pas dans le début, il va réussir à apprendre des choses. Et à la longue, il va réussir à s'en servir, à avoir des outils, des armes. Il va réussir à tuer plus d'un éléphant. Présentement, c'est le travail de l'homme qui évolue. Et se libérer de l'astral ne regarde que l'homme qui évolue. Lorsque l'homme a l'énergie supramentale, il n'évolue plus comme l'homme présentement évolue. L'homme psychologique cesse d'être. Lui n'évolue plus. Parce que présentement, l'homme psychologique évolue, enfin, a l'impression d'évoluer et on canalise quasiment tous les efforts vers l'évolution de l'homme psychologique, ce qui est une erreur. Alors donc, présentement, lorsque l'homme a des problèmes, lorsque l'homme n'arrive pas à toucher la tête, lorsque l'homme n'a pas les outils, lorsque l'homme a des bévues, lorsque l'homme croit que quelque chose est conséquentiel et, en fin de compte, agit et ce ne l'est pas, l'expérience va lui apprendre à découvrir à découvrir une patience intelligente. La patience intelligente, c'est une patience qui n'apparaît qu'au niveau de l'ego. Parce que c'est l'ego qui est impatient. Le mental commence à analyser des choses et l'ego commence à entrevoir la solution de la chose. Il se dynamise, il s'énergise, il expérimente la découverte du mental, donc de la solution qui s'en vient, de l'analyse qui se continue, et il oblige le mental à sauter par-dessus des événements pour finaliser la solution, et là, la solution, c'est ça. Et là, est-ce que je vais voir si j'ai un autre? Non, c'est ça la solution. Et là, l'astral va prendre toute l'énergie du mental, c'est-à-dire que l'astral va grouiller d'une manière différente pour démolir l'événement mental, de façon à ce que le mental ne puisse pas entrevoir une autre solution. Et on va appliquer celle-là parce qu'elle est conséquentielle, c'est sûr. Mais elle n'est pas conséquentielle, c'est une solution qui plaît à l'ego, qui a l'air d'une solution. Et parce que l'ego souffre d'impatience. Et si l'ego est patient, il y va. De toute façon, en PMC5, on va commencer à jouer avec un jeu qui s'appelle le Mentor, et qui va justement éduquer le mental, éduquer l'ego, apprendre patience tout en étant conséquentiel. Et c'est amusant parce que c'est un jeu qui instruit en plus d'amuser et de développer le mental, et qui instruit aussi sur la manipulation de l'astral. Et chaque fois que tu perds dans ce jeu, les mécanismes du jeu t'instruisent astralement du pourquoi. Tu vas apprendre à un moment donné à envisager, à analyser quelque chose, à avoir une solution, à la mettre de côté, mémoire d'intervention. À réanalyser complètement, mais sans l'impatience du mental qui va essayer de te ramener sur ton analyse antérieure pour te ramener à la même solution, pour te faire bien croire qu'il n'y a rien qu'une. Donc, tu vas réanalyser en partant d'un autre point de vue. Tu es un autre homme. Et tu vois différemment et tu analyses dans le but de quelque chose d'autre. Pour voir. Et lorsque tu as analysé différentes choses, ça c'est le début, lorsque le mental est en train de se créer. Parce qu'il y a un moment donné où tu n'as qu'à t'asseoir, à observer, et tu vois tous les possibles, toutes les futurs possibles. Et tu choisis le plus conséquentiel. Ce n'est pas le cas pour l'instant, tu dois analyser, parce que c'est mental, c'est pas supramental, mais tu dois être capable de mettre ça de côté dans une mémoire d'intervention, une mémoire mentale, qui ne souffrira pas la coloration de l'astral. Donc, tu vas être capable, si tu en as besoin, parce que regarde bien ceci. Tu as une solution, elle est stockée dans ta mémoire d'intervention mentale. Et on va revenir au niveau PMC sur ce genre de mémoire et comment les développer.
L'impatience de l'ego va dire « Oui, mais c'est parce que c'est le temps que je l'applique. » Laisse ça là, c'est pas le temps. Continue à analyser, et si l'événement te pousse à devoir l'appliquer, tu n'auras même pas à réfléchir d'une façon astralo-pensée, mentalo, tu vas juste avoir à appliquer ta mémoire d'intervention. La solution, je vais trouver que tu l'appliques, c'est le temps. Tu n'as pas le temps de penser, applique-la. Alors, là, c'est la même chose qu'un médecin qui étudie pour réanimer un arrêt cardiaque. Bien évidemment, s'il apprend des choses, il les met dans sa mémoire d'intervention et il continue à étudier. Et si quelqu'un tombe en arrêt cardiaque, bien là, il arrête d'étudier. Il prend ce qu'il a appris, il s'en sert, il remet ça là, puis après ça, il continue d'étudier. Alors, c'est la même chose. Tu analyses un événement, tu veux avoir une solution, et une fois que c'est trouvé, tu dois te réaligner de manière complètement opposée. Pour recommencer, voir si tu n'aurais pas une autre solution. Et tu recommences après. Ça, c'est l'analyse mentale. C'est l'analyse mentale qui permet de développer la préscience. La faculté de voir les choses sans les expérimenter, donc de se relier à l'énergie supramentale et la faculté d'entrevoir des futurs possibles, des couloirs temporels, qui existent dans l'instant présent, qui n'existent pas dans le futur n'existe pas. Sauf que, pour en arriver là, tu dois habituer ton ego à être patient de façon à laisser à ton mental le temps d'étudier plus qu'une solution. Et pas banalement, tu repars à zéro tout au complet pour réentrevoir si tu ne l'aurais pas oublié. Pour réentrevoir, même te forcer à voir différemment pour ne pas que l'astral te rembarque sur le chemin déjà fait et te ramène à la même solution pour que l'expérience vienne te dire « Merde, je me sens encore fourré ». Puis si tu reviens en arrière, ben oui, j'aurais pu le voir, mais ça m'a échappé. Pourquoi? Impatience de l'ego. Et cette impatience, c'est elle qu'on doit contrôler. Et pour ça encore, ben, le temps joue pour nous autres. On va réussir à le contrôler. Mais il faut quand même prendre notre mal en patience. On ne peut pas y arriver immédiatement. Alors prenons notre temps. OK. T'as expliqué durant le séminaire de colère mentale que, mettons, on est un petit bonhomme, puis t'as 10 ficelles parce que t'es manipulé astralement. Là, tu fais une colère mentale, ça coupe toutes les ficelles. Puis, à un moment donné, là, je me rends compte, moi, disons que j'ai coupé beaucoup de ficelles, puis disons qu'il y en a toujours une ou deux qui revient, mais que l'énergie astrale est comme plus concentrée sur ces ficelles-là. Toute l'énergie qui était divisée sur les 10, mettons, est plus concentrée. Donc, mon point faible est encore plus facilement manipulé, puis on dirait avec plus de force sur mon point faible. Tout à fait normal, sauf que tu auras beaucoup moins d'énergie à disperser pour lutter. Plus tu vas arriver à concentrer l'énergie astrale sur un point faible, bien, plus ça va être facile à éliminer parce que tu sauras où t'attaquer. Alors, c'est sûr que ça paraît plus impressionnant parce qu'au lieu d'être manipulé autant qu'avant, mais avant, tu ne le savais pas, le fait que tu sais, ça impressionne plus, ça ne change rien. Sauf que ça rassure, c'est-à-dire que tu peux commencer à travailler dessus. Mais c'est sûr que c'est par les points faibles que l'astral charrie tout le temps. Et lorsque tu as éliminé certaines ficelles, bien évidemment, on a gardé les ficelles les plus manipulatrices sur toi. Et on va travailler avec. L'astral va travailler avec. Maintenant, ça va finir par passer par la colère mentale. Mais la colère mentale, c'est quelque chose qui va permettre à ceux qui font le PMC supérieur, disons 3 montants, de pouvoir comprendre d'autres mécanismes qui vont leur amener l'autorité mentale. Alors, la colère mentale, elle a fait beaucoup de choses, tous ceux qui ont fait le séminaire, mais elle a surtout installé une base qui est extrêmement importante, qui va être utile, mais utile, très utile. Fait que finalement, c'est comme la porte où je dois travailler, puis finalement, avec ma colère mentale, c'est là où je dois travailler, puis avec d'autres choses que je vais avoir, d'autres outils à un moment donné que je vais avoir. Oui. Okay. L'autodiscipline dans l'apprentissage d'être guerrier. Guerrier à chaque minute de vie. Comment être efficace dans son acquisition? Quelle est l'aptitude qui sous-tend l'autodiscipline et le guerrier? Guerrier, c'est probablement par rapport à ta conférence. Oui, ça, merci de l'avoir dit. Oui. C'est une question qui est difficilement répondable parce qu'elle demanderait beaucoup de mots et elle se répond beaucoup plus facilement par la pratique. Ça demande moins de mots, c'est plus efficace. L'autodiscipline dans l'apprentissage d'être guerrier, on parle évidemment du guerrier du Verseau, du combattant du Verseau, de l'homme nouveau.
du maître, de lui. Donc, qui se défend contre les manipulations extérieures. L'autodiscipline, chez le guerrier piscéen, du poisson, donc la discipline, et non pas l'autodiscipline, la discipline, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, elle lui permettait de faire de l'homme un outil de combat. C'est extrêmement bien raffiné, et même de temps en temps, presque par erreur, un outil d'évolution. Comme on en a connu chez les Japonais, comme on en a connu chez les Chinois, comme on en a connu aussi en Angleterre, quelques-uns en France, et un peu ailleurs. L'autodiscipline du combattant du verso, donc du guerrier intelligent, elle apparaît à l'instant même où réellement le guerrier est guerrier. C'est-à-dire qu'encore une fois, le guerrier ou l'homme nouveau ou l'autodiscipliné, ce sont tous des synonymes. Il y a un être qui apparaît qui ressemble au surhomme. D'ailleurs, Robin-Dos l'avait appelé le surhomme. Et il a déjà écrit un livre qui s'intitule La Genèse du surhomme. Le surhomme, c'est tout ce que l'homme entrevoit qu'il n'a pas et qu'il voudrait avoir en termes d'évolution. Et ça se résume comme étant surhomme. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux l'avoir. Mais c'est pas morceau par morceau. L'autodiscipline crée le guerrier comme le guerrier crée l'autodiscipline. L'attitude, c'est une attitude de conséquentialité. On revient sur les termes, ces termes-là sont très, mais très importants. Si un jour les termes vous tendent l'oreille, prenez un dictionnaire et étudiez qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que c'est un mot qui devient banal lorsqu'on n'en comprend pas l'énergie. Parce que le mot conséquentiel, conséquentialité, être écologique, c'est un mot où ce sont des mots qui contiennent immensément plus d'énergie que bien des phrases et que bien des livres que vous allez avoir lus. Exactement comme lorsque je parle d'autodisciplineur. Ça contient une énergie qui est incommensurable pour celui qui comprend. Il y a beaucoup de termes qu'on emploie, ajusteur de pensée ou pensée juste. Il y a beaucoup de termes. Alors, si on parle du terme écologique, du terme conséquentiel, je reviens souvent dessus parce qu'il va falloir à un moment donné que le mot vous échappe, mais énergétiquement vous compreniez ce que c'est que la conséquentialité. Il y en a certains qui comprennent, ça n'achète pas quand on en parle, parce qu'ils comprennent qu'ils ne comprennent pas assez. Alors, le guerrier, l'attitude, c'est une attitude de conséquentialité. Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Si la question se pose pour l'instant, c'est pas compliqué, je ne fais pas, il se passe ça, je fais, il se passe ça. Et à travers tout cela, c'est pas ce que je veux. Qu'est-ce qui est intelligent? C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée des conséquences écologiques? Qu'est-ce qui crée des conséquences où l'harmonie reste ou où l'harmonie s'améliore? Qu'est-ce qui crée ce genre de conséquences? Ça, c'est l'intelligence, ça, c'est l'écologisme du verso, ça, c'est l'homme nouveau, ça, c'est le guerrier qui va lutter pour ça. Alors, quelle est l'attitude? Être écologique. Pas juste dans le plan matériel, on le sait, dans le plan vital, dans le plan psychologique, dans le plan mental, être écologique. Et dans le plan hominal, sur tous ces plans-là reliés ensemble, être écologique. C'est ça qu'il faut faire. Tuer quelqu'un, ne pas tuer quelqu'un n'a aucune importance. Moralement, oui, mais intelligemment, non. L'intelligence va faire que je tue ou que je ne tue pas. L'écologie va faire que je tue ou que je ne tue pas. Au nom de ça, l'homme doit faire. Maintenant, pour que l'homme puisse le faire à ce nom-là, l'homme doit posséder ces choses, l'écologie, l'intelligence, en lui. L'homme doit être dans sa propre intelligence parce que c'est en son nom qu'il doit le faire. Et pour que l'homme puisse commettre un meurtre ou sauver une vie en son nom, il faut qu'il soit son seul maître en maudit. Parce que sinon, il n'arrivera jamais à avoir l'énergie pour pouvoir supporter sa prise de décision. L'homme va dire, je ne le fais pas, c'est pas de mon ressort. L'homme va préférer recevoir l'ordre d'un supérieur pour le faire en se disant que c'est le supérieur qui lui a donné l'ordre. Et c'est pourquoi l'homme serait assujetti facilement si l'homme n'est pas capable de supporter le poids de ses décisions. Si l'homme a peur de faire des erreurs, et l'homme préfère qu'un autre fasse l'erreur à sa place, l'homme se met sous les ordres d'un autre.
L'attitude, il est de conséquentialité. L'homme doit voir clairement les choses au niveau de l'écologie sociale, de l'écologie botanique, de l'écologie biologique, animale, de l'écologie planétaire, de l'écologie cosmique, de l'écologie évolutive. Lui et le reste. Mais ça doit être une écologie réglée par l'intelligence du mental, non pas réglée par l'intelligence approximative ou illusoire de l'astral. Certains se disent « je ne sers à rien sur la planète », fait qu'ils se suicident, c'est écologique. Il y a déjà un scout qui m'a dit dans le bois « pourquoi ça vit sur un rat? On l'avait vu, une espèce de gros rat. Ça sert à rien, ça. Pourquoi c'est là? Ça sert à rien, elle là. Alors pourquoi c'est là? C'est toujours la question que l'homme se pose. C'est un animal nuisible. Lorsque l'homme regarde psychologiquement, il ne peut pas être écologique. Il peut être psychologique. Il ne peut pas être écologique. Il ne peut pas comprendre une chose. Il ne peut qu'inventer la compréhension de la chose. Lorsqu'on a une source et qu'il y a de l'eau qui sort dessus la terre qui crée la source, si l'eau de la source pourrit, l'homme ne peut pas voir qu'est-ce qui la rend pourrie. Puis ce que les yeux ne peuvent pas voir, l'imagination le crée. L'imagination, c'est de la psychologie, c'est de l'astral. C'est une forme d'intuition colorée. Et l'homme crée la raison, la cause qui pollue l'eau. C'est un processus d'ignorance. Il n'y a pas d'intelligence dans ce processus. Alors, lorsque l'homme croit être écologique d'une façon psychologique, ce qui est écologique, sachez bien, vous devez tout expliquer. Si vous ne pouvez pas tout expliquer, ce n'est pas de l'écologie, c'est de la psychologie. Alors, si je dis, je fais telle chose parce que c'est mieux, c'est quoi mieux? C'est psychologique, ça. Vous pouvez le faire quand même. Mais sachez bien que ce n'est pas de l'écologie, c'est de la psychologie. Et le guerrier va être écologique. Le guerrier du Verseau, évidemment. Alors donc, l'autodiscipline forme le guerrier forme l'autodiscipline. Les deux sont la même chose. La conséquentialité est l'attitude même de l'homme nouveau, du guerrier, de n'importe quoi. Je suis conséquentiel, donc je lutte contre ce qui doit être lutté et je ne lutte pas contre ce qui ne le doit pas. Par système écologique, par compréhension des écosystèmes d'évolution planétaire. Et ça, c'est des choses qu'on va revoir souvent. D'ailleurs, je parlais vendredi qu'à un moment donné, il faudrait que l'homme, le PMC surtout, d'ailleurs, on va avoir ce genre de cours au niveau des PMC, où l'homme devra comprendre les mécanismes de la société, les mécanismes sociaux qui font que l'être humain se groupe en troupeaux, les mécanismes bénéfiques et maléfiques de ce groupement, pour que l'homme arrive à se désassujettir de ce troupeau, pour que l'homme soit un être individuel dans le troupeau. Alors, l'attitude, conséquentialité ou écologie. Qu'est-ce qui se produit quand un certain laps de temps, je vois et comprends tout ce que je peux me poser comme question, et que pendant un autre laps de temps, je ne comprends plus rien, même les choses les plus simples? Ça n'est folle. Il ne se passe rien de catastrophique. Le corps et les corps ont besoin de repos de temps en temps. Alors, ce qui fait que la personne ramasse une dose d'énergie, elle s'en sert, elle crée des choses, elle transforme des choses dans toutes ces molécules atomiques, quel que soit le plan, et à un moment donné, tout ça doit arrêter pour laisser le temps au corps de pouvoir s'adapter, pour permettre l'adaptation du corps aux transformations. Et les transformations, même si elles ne sont pas visibles au microscope, même si elles sont petites, elles sont énormes. Donc, la personne, elle saisit, elle comprend parce qu'il y a de l'énergie qui passe, elle est dans un état d'énergie particulier qui lui permet de bien saisir. Et cet état d'énergie crée un événement qui transforme des mémoires. Mémoire physique, le corps. Mémoire vitale, mémoire astrale. Et lorsque cela s'est fait suffisamment longtemps, et c'est pas l'ego qui détermine la longueur de temps, eh bien, la personne prend un repos.
Alors elle perd cette énergie, elle perd le contexte de l'événement, elle perd des choses, il y a des énergies qui se coupent en haut. C'est ajusté par elle. Donc, dans sa conscience, elle ne comprend plus. Dans la réalité, elle continue son cheminement. Mais on n'instruit plus son ego. Pour l'instant, il y en a suffisamment. L'ego en descendant jusqu'au corps. Donc, elle ne comprend plus. Parce que c'est l'ego qui cherche à comprendre. Dans la réalité, elle poursuit sa compréhension, sa conscientisation, mais pas dans l'apparence illusoire de la conscience égoïque. Alors, ce qui fait que la personne, elle prend donc un repos psychologique, vital et physique, pour permettre l'assimilation, l'intégration, l'adaptation de son corps aux nouveautés. C'est juste ça qui se passe, c'est simple, c'est banal, c'est normal, c'est naturel, c'est simple. Si je reviens aux arrêts, de temps en temps, c'est bon de prendre un arrêt, même si notre corps ne le demande pas nécessairement. Ben, le corps physique peut ne pas le demander, mais le corps psychologique peut le demander. Évidemment, le corps psychologique ne le demandera pas, par contre, va en avoir de besoin parce qu'au lieu de faire un cheminement qui est écologique, il fait un cheminement qui est anti-écologique. Alors, évidemment, de temps en temps, dans l'évolution, l'homme a besoin de prendre un repos, l'homme a besoin de s'asseoir, comme je le dis de temps en temps, d'aller voir un film. L'homme a besoin de prendre des repos. Et si sa psychologie n'a pas l'intelligence d'en faire prendre un à la personne, donc de s'arrêter à un moment donné, de chercher puis de vouloir comprendre puis tout ça, parce que c'est pas le vouloir comprendre psychologique qui amène l'homme à comprendre. Ça occupe la psychologie, ce qui permet au reste de l'homme de pouvoir comprendre. Alors, lorsque la psychologie elle est suffisamment occupée et qu'elle a besoin de repos, ben, évidemment, si la psychologie ne veut pas être carrément déformée par les illusions qu'elle va se créer au fur et à mesure où elle va poursuivre son incompréhension dans la compréhension, elle peut être perturbée à un point tel que c'est ce que nous appelons la folie. Elle peut avoir différentes pathologies psychologiques. On a besoin, enfin, moi j'ai pas besoin, mais certaines personnes ont besoin de temps en temps de se déconnecter complètement d'un mécanisme d'évolution, de conscientisation pour pouvoir vaquer à des occupations tout à fait normales et bénignes. Et à un moment donné, ça va revenir chez elles et elles auront besoin de recommencer à continuer leur chemin de conscientisation et elles pourront poursuivre. Mais de temps en temps, c'est bon de prendre des repos. C'est pourquoi, si on regarde... Lorsque nous faisons le PMC, lorsque nous sortons faire de l'équitation, c'est un repos. Mais en vivant. Puis en vivant dans un cadre coordonné et accepté par notre mental. Lorsque nous faisons comme le 24 heures d'équitation, ou lorsque nous faisons comme le 24 heures de survie qu'on va faire dans le bois, ou lorsque nous allons faire un voyage, ou lorsque nous faisons de la voile, ou lorsque nous soupons tout le monde ensemble, etc. Ce sont des choses qui permettent de soulager le contexte psychologique évoluant, apparemment évoluant, et qui font prendre un repos à tout le corps qui est en quête, tout le corps qui a besoin de repos. Et ça, c'est important. La majorité de ceux qui se conscientisent, à un moment donné, font comme certains savants, ils mettent tout le temps là-dedans sans jamais penser. C'est-à-dire qu'ils mettent tout le temps dans la recherche de conscientisation psychologique alors qu'ils ne sont pas écologiques avec eux-mêmes, qu'ils ne voient pas du tout où l'évolution se fait, sous quel plan, sous quel niveau et à quel rythme. Alors, c'est sûr que de temps en temps, le corps psychologique, on est obligé de le forcer à prendre un repos si l'être psychologique n'est pas assez énergisé pour en prendre lui-même. Sinon, il devra gérer son évolution avec des distractions. Lorsque l'on dit que l'évolution, il faut rire dans l'évolution, ben, c'est un moyen de ne pas avoir besoin de prendre de repos si on se prend pas au sérieux puis si on a du fun. Ben, c'est sûr que si l'homme qui se conscientise n'a jamais de fun, ben, à un moment donné, il y en a qui ont du fun avec lui parce que les forces astrales le manipulent au coton puis l'homme risque d'éclater comme une bombe. Tu viens de toucher un point, de parler, l'homme ne doit pas se prendre au sérieux. Peux-tu essayer d'expliquer la différence entre ne pas se prendre au sérieux et voir le sérieux d'un événement ou le sérieux d'une chose? Bon, l'expliquer, je le ferai pas. Je vais donner des exemples. Et ceux qui peuvent se l'expliquer, se l'expliqueront.
Ne pas se prendre au sérieux, cela veut dire ne pas avoir peur de mourir. On ne peut pas se conscientiser en étant mort. Il faut donc absolument rester en vie pour se conscientiser. De ce fait, l'homme a peur de mourir. Ne pas se prendre au sérieux veut dire ne pas avoir peur de mourir, et faire les choses sérieusement veut dire tout faire pour rester en vie. Ne pas se prendre au sérieux veut dire ne pas avoir peur d'être dénigré ou d'être maudit par tout le monde. Faire les choses sérieusement veut dire que là où on a à passer, on doit passer, et là où on a à ne pas passer, on ne passe pas. Indépendamment de ce que les autres pensent. Ne pas se prendre au sérieux veut dire ne jamais être culpabilisé et ne jamais voir d'échecs ou d'erreurs. Faire les choses sérieusement veut dire essayer de ne jamais recommencer les choses qui ont été mal faites. Plusieurs exemples. Je crois que c'est la deuxième partie, tout à l'heure, tu expliquais que pour l'événement mental, ça lui prend des données qui sont utilisées pour pouvoir faire une analyse qui est juste, qui est de plus en plus juste si on en a plusieurs. Sur le côté physique, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir accumuler le plus de données précises? Sur le côté vital, qu'est-ce qu'on peut faire pour accumuler le plus de données précises? Côté astral, on n'a pas besoin, on a toutes les données qu'il faut. Sur le côté mental, l'événement mental, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir être sûr que c'est donné? Parce que voilà. Plus qu'on a de meilleures données, plus les données vont être efficaces. Évidemment. Donc, cela veut dire qu'au niveau du plan physique, nous devons absolument développer nos sens physiques d'une façon presque à la limite. À la limite. Cela veut dire que toutes les données physiques nous sont apportées par notre corps physique, interprétées par notre plan astral, étant donné que tous les sens physiques, et les sens physiques, on connaît évidemment nos 5 sens conventionnels. Maintenant, on a plusieurs autres sens physiques qu'il va falloir que l'homme développe. On a par exemple dans nos jugulaires des centres, qu'on peut appeler, disons, barorécepteurs, qui analysent la concentration de gaz carbonique dans votre sang. Cette concentration-là, elle avertit ces récepteurs qui envoient l'information par l'intermédiaire du thalamus à une région du cerveau, et celui-ci va, selon ce qu'il perçoit, accélérer le rythme respiratoire pour faire entrer plus d'oxygène, trop de gaz carbonique, ou diminuer le rythme respiratoire, trop d'oxygène, pas assez de gaz carbonique. C'est un sens physique. On a d'autres sens physiques qui vont ajuster le péristatique de l'intestin, les mouvements de digestion, qui vont ajuster la pression sanguine, le rythme cardiaque, qui vont ajuster la sécrétion de catécholamines, disons d'hormones. Ce sont tous des sens synesthésiques, des sens appartenant au corps. Et on a évidemment le sens de la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Physiquement, l'homme doit développer sa conscience physique à un point tel où il n'a plus de danger par rapport à la matière. Lorsqu'à un moment donné, vous prenez quelque chose, et lorsque dans le PMC, on étudie la formation musculaire, la formation osseuse, c'est pour, dans la relaxation Menfi, qu'on développe en PMC, avoir arrivé à une relaxation corporelle réelle. En PMC5, la personne doit s'en aller dans une salle et au bout de 15 minutes, si je vais la voir, elle doit dormir. Sa relaxation est bonne. Sinon, elle est manipulée. Alors, plusieurs coups pour en arriver là. Mais ce n'est pas tout. Vous devez connaître votre corps de façon à ce que lorsque vous prenez quelque chose, connaître les leviers de votre corps. Pour pouvoir vous placer de façon à lever la chose si elle est pesante. La majorité du monde ne connaissent pas leur corps, lève, force, puis se défend de quoi? C'est tire un nerf, un muscle. Une personne tombe, vient pour s'agripper quelque part,
ou a la main prise dans une rampe d'escalier ou quelque chose comme ça, et elle n'arrivera pas à s'en dégager d'une façon architecturale, d'une façon reliée à ce que son corps lui permet sans qu'il y ait de fracture. Connaître le corps, c'est pouvoir s'en servir. Cela veut dire que je peux plonger par-dessus quelque chose, je vois une roche à terre, je me tortille d'une certaine manière, ou je me mouve d'une manière permise par les lois physiques de mon corps. Je connais ma musculature, je connais mes points faibles, je connais comment est fait le dos, je sais comment je travaille, comment je force, donc je ne me fais plus mal. Je ne peux plus me faire mal. Et ça, c'est la connaissance corporelle. La synesthésie permet à l'homme d'avoir une conscience physique de tout son corps physique et de savoir quand est-ce que sa pression sanguine est trop haute. Pas pour l'ajuster, il peut l'ajuster s'il veut. On a des systèmes qui l'ajustent. Mais tout ça se fait à l'insu de l'homme. L'homme va arriver à contrôler ça. Et c'est l'un des objectifs du PMC. Lorsqu'on a des sens physiques qui sont adéquats, raffinés et qui ne sont plus assujettis à la coloration du thalamus, de l'astral, qu'il fait par le biais du thalamus. Lorsque j'ai mes sens physiques totalement sûrs, je peux me servir de ces données-là, et parce que je sais qu'elles sont en rapport avec la réalité d'une façon beaucoup plus adéquate qu'elles ne l'ont jamais été. Mes sens vitaux, c'est la même chose. PMC1, on voit un peu le magnétisme. PMC2, on oublie le magnétisme. On travaille sur d'autres choses. Le magnétisme, c'est l'énergie vitale. PMC3, on commence avec le QI à retravailler avec les yeux bandés. PMC4, on touche pas trop. PMC5, on revient dedans, mais là, à plat de couture. C'est la conscience vitale qui, par l'intermédiaire de l'énergie vitale, yin-yang et nominale, doit s'étendre de façon à ce que vous puissiez tout connaître à l'extérieur et au-delà des murs. Cela se fait facilement. Or, il y a des exercices PMC qui lui permettent de développer ça lentement, et c'est la conscience sensorielle du corps vital. La conscience psychologique du corps vital, on doit la développer quand même. On doit développer la faculté de mémoriser ce qu'elle perçoit avant que celle-ci ne vienne la comparer aux mémoires antérieures, donc ne la colore. Le mental n'a pas de perception propre. Il se sert des mémoires. Mémoire physique, enregistrée par le plan physique, par les sens physiques, mémoire vitale, mémoire astrale. Donc, plus je peux analyser quelque chose à partir de toutes les données du plan matériel, du plan vital et du plan astral, telles qu'elles sont, plus ces données sont précises, plus mon analyse est correcte. Et plus ma conséquentialité a de l'intelligence. Donc, il est extrêmement important d'avoir, comme tu l'as dit, des données, disons, le plus pur possible, pour avoir un résultat le plus pur possible. Tant qu'on ne traverse pas la frontière du supramental, où on n'a plus besoin de ces données. On aura un corps qui aura des sens plus raffinés. Mais cela ne servira pas dans le plan supramental, cela ne va servir l'homme que dans le plan de l'expérience planétaire. Parce que l'homme aura toujours besoin de ces trois corps-là raffinés. Même lorsqu'il aura un double supramental. Sauf que lorsque l'homme a besoin d'informations immédiates, le double lui donne, et le corps va quand même continuer l'expérimentation matérielle pour instruire les énergies supramentales de ce que c'est la matière, de façon à ce que l'expérience planétaire n'ait pu se reproduire. Qu'est-ce qu'une perception psychologique mentale? Comment peut-on jauger un rythme d'amélioration sur différents plans et ainsi savoir quand prendre un repos, quand c'est le temps? Bon, ce sont des questions qui regardent les personnes qui se les posent. Qu'est-ce qu'une perception psychologique? Une perception psychologique, c'est une perception qui est reliée au désir de vouloir percevoir ce que nous percevons ou à la peur de ne pas percevoir ce que nous percevons. Maintenant, la subtilité entre le désir et la peur peut venir se placer sur un fil tellement ténu qu'on ne le perçoit plus.
La perception mentale, c'est lorsque, pour analyser un fait sans désir, nous allons chercher dans nos plans mémoriels, les 3 plans inférieurs de l'homme, les données pour pouvoir analyser. C'est la perception mentale. La perception mentale ne se fait qu'à l'intérieur du corps de l'homme. Elle ne peut pas se faire à l'extérieur du corps de l'homme, sauf s'il peut se relier télépathiquement au mental d'un autre, qui lui le fait dans son corps. La perception psychologique se fait à l'extérieur par des sens psychologiques. Le mental n'a pas de sens. Comment peut-on juger ou jauger d'un rythme d'amélioration sous différents plans et ainsi savoir quand prendre un repos, quand c'est le temps? Ben, c'est pas tellement compliqué. Lorsque la personne ne s'améliore plus, après 3 ou 4 ou 5 mois, dans quelque chose, de 2 choses l'une, soit qu'elle n'a pas de critères d'évaluation corrects, donc elle croit ne pas s'améliorer, soit qu'elle ne s'améliore pas, donc elle a besoin de repos. De repos ou de changer de système d'amélioration. Et c'est important. Comment savoir si nous nous améliorons? Au niveau PMC, nous avons des appareils qui permettent de détecter l'amélioration d'une personne par rapport à cette personne. C'est-à-dire que moi, je peux savoir. Mais c'est inutile que moi je sache, il faut que la personne le sache. Et si la personne le sait que parce qu'elle me fait confiance, ben elle ne le sait pas. Évidemment, certains de ces appareils commencent à apparaître lentement au centre. C'est surtout le PMC5 qui commence à s'en servir parce que les PMC antérieurs servent à donner une base aux personnes. Ils se changent parce que si nous faisons de l'équitation et que la personne elle avait peur et qu'elle n'a plus peur, il y a amélioration. Si nous faisons certaines choses au niveau de certaines égrégores astrales, si la personne arrive à les faire, c'est qu'elle n'a plus peur. Si la personne n'est pas capable de parler ou crier devant du monde et qu'à un moment donné, elle le fait facilement, il y a amélioration. Alors, il y a plusieurs critères comme ça qui permettent de voir l'amélioration. Maintenant, au fur et à mesure que les PMC avancent, au fur et à mesure que les possibilités financières nous le permettent, il y a des appareils que nous créons, que nous fabriquons, qui vont permettre à chaque individu de pouvoir se vérifier lui-même. Il y a le questionnaire PMC aussi qu'à un moment donné, vous allez tous repasser. Alors, il y a plusieurs choses, donc, qui permettent d'ajuster au niveau du PMC parce que c'est important que la personne puisse savoir. Personne psychologique. En regard avec l'extérieur du PMC, disons que si la personne n'est pas plus efficace, c'est que ce qu'elle fait ne sert à rien. Maintenant, encore là, si elle n'a pas de critères d'évaluation, c'est compliqué. Dans le PMC, on va vous en donner des critères. Certains, dépendant de leur niveau PMC, en ont déjà des critères d'évaluation. Alors, la question au niveau PMC ne se pose pas trop, mais lorsque ça fait plusieurs fois que la personne s'évalue et qu'il n'y a réellement pas d'amélioration, et ce ne sera pas évalué par la psychologie, ça va être évalué par de l'efficacité, donc dans la matière.